Lundi 6 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité internationale, le sommaire. Au Mali, l'armée annonce avoir repris le contrôle de la situation après une série d'attaques djihadistes coordonnées ayant visé plusieurs localités du pays. On en parle dans cette édition. En Afrique du Sud, le Nigeria dénonce la mort de 2 de ses ressortissants sur fond de violences dirigées contre les travailleurs étrangers. Enfin, sport, le Brésil quitte le mondial 2026 après sa défaite face à la Norvège en 8e de finale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'armée malienne affirme avoir repris le contrôle de la situation après des attaques djihadistes coordonnées menées samedi contre au moins 6 localités du nord, du centre et du sud du Mali. Ces assauts interviennent dans un contexte de sécurité déjà marqué par une recrudescence des violences dans le pays. Les détails dans cet élément. Au Mali, l'armée affirme avoir repoussé une série d'attaques coordonnées ayant visé samedi au moins 6 localités dans le nord, le centre et le sud du pays. Une coalition de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et de rebelles indépendantistes revendique de son côté avoir atteint ses objectifs. Les combats ont débuté vers 5 heures samedi, plus de 2 mois après une précédente vague d'attaques au cours de laquelle le ministre de la Défense Sadio Kamara avait été tué. Dans un communiqué publié tard samedi, l'état-major des armées maliennes indique avoir repoussé les assauts menés contre Aguelok, Anefis, Gao, Sévaré et Kéniéroba grâce à une coordination entre unités terrestres et aériennes. À Sévaré, une vingtaine de combattants circulant à moto et en véhicule armé ont été neutralisés selon l'armée. À Gao, les affrontements ont fait un mort et 4 blessés dans les rangs militaires, tandis que 6 assaillants ont été tués et un véhicule détruit. Des attaques ont également visé une prison à Kéniéroba. L'état-major précise que des opérations de ratissage aérien et terrestre se poursuivent pour sécuriser les zones concernées. Autre information à présent, le gouvernement nigérien a dénoncé dimanche la mort de 2 de ses ressortissants tués à la fin du mois de juin en Afrique du Sud. Ces décès surviennent dans un contexte de manifestations hostiles aux immigrés marqué par des violences visant des travailleurs étrangers dans plusieurs régions du pays. Suivons ensemble. Le Nigeria a dénoncé dimanche la mort de 2 de ses ressortissants en Afrique du Sud. Selon Abuja, les 2 hommes ont été tués le 28 juin précisément, 2 jours avant la marche des collectifs anti-immigrants réclamant le départ des étrangers. L'une des victimes aurait été abattue par des policiers, l'autre lors d'une attaque menée par des assaillants non identifiés. Les autorités sud-africaines n'ont pas encore réagi. Entre avril et mai, plusieurs manifestations anti-immigration avaient secoué le pays. Les protestataires qui ont promis de battre le pavé chaque jeudi accusent les étrangers d'être responsables du chômage, de la criminalité et de la pression sur les services publics. Plusieurs pays, dont le Nigeria, le Ghana ou encore le Malawi, ont rapatrié une partie de leurs ressortissants et convoqué les diplomates sud-africains. Le pape Léon XIV séjourne depuis ce lundi au palais apostolique de Castel Gandolfo, près de Rome, pour une période de repos. Le Vatican précise que le souverain pontife y restera jusqu'au 27 juillet et que toutes les audiences officielles sont suspendues durant cette période. Reportage. C'est dans le sud de Rome, à la résidence papale de Castel Gandolfo, que le pape Léon XIV restera jusqu'au 27 juillet. Le souverain pontife a entamé dimanche ses vacances d'été, marquant la fin du premier semestre de l'année en cours. Intelligence artificielle et conflits à travers le monde, Léon XIV est intervenu pendant cette période sur les grandes questions internationales. Samedi, le pape a rappelé aux États-Unis qu'ils avaient été fondés par des immigrants et que les chrétiens avaient l'obligation d'accueillir, de protéger et d'intégrer ceux qui cherchent refuge face à l'adversité. Le 4 juillet, il était sur l'île sicilienne de Lampedusa,
où il a rendu hommage aux milliers de migrants morts en tentant de rejoindre l'Europe à la recherche de liberté et de prospérité. Un déplacement dans la suite de celui effectué le mois dernier aux îles Canaries, autre point d'entrée de migrants en Europe. Ces prises de position sur la guerre en Iran ont été au cœur de contradictions avec Donald Trump ces derniers mois. Au moins 10 personnes ont été tuées ce lundi dans des bombardements russes qui ont frappé la région de Kiev en Ukraine. Ces attaques surviennent à la veille du sommet de l'OTAN prévu à Ankara dans un contexte de forte tension entre Moscou et ses partenaires occidentaux. Suivons à présent. La capitale ukrainienne, de nouveau sous le feu de missiles russes. Selon le chef de l'administration militaire de la ville, les frappes se sont abattues sur des immeubles résidentiels. Plusieurs morts sont à déplorer. La Russie continue de tirer des missiles sur des civils. Les Russes sont des meurtriers. Un peu plus tôt à Zaporijjia, c'est 7 immeubles de 5 étages qui étaient touchés. Les bombes ont explosé près des bâtiments et 7 d'entre eux ont été endommagés, soit entre 50 et 70 fenêtres. En plus de ces frappes quasi quotidiennes, Moscou continue de mener une guerre terrestre sans merci dans le Donbass. Principal point des efforts russes sur le front de plus de 1000 km, Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. Depuis vendredi, l'armée russe revendique la prise de cette ville, verrou sur le chemin de Kramatorsk et Sloviansk, grands objectifs du Kremlin. Une conquête démentie par Volodymyr Zelensky. Les combats continuent pour Kostiantynivka, que Poutine a déjà revendiqué comme sienne. Mais il est évident qu'il n'osera jamais s'y montrer. Car en réalité, ce qui lui appartient, c'est uniquement Moscou, Saint-Pétersbourg et ses résidences. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ont tous deux annoncé avoir discuté avec Donald Trump à l'occasion de la fête nationale américaine. Les présidents américains et ukrainiens sont convenus de poursuivre leurs discussions mercredi lors du sommet de l'OTAN en Turquie. Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés ce lundi au complexe de la Grande Mosala à Téhéran pour rendre un dernier hommage à Ali Khamenei. Les participants ont convergé vers ce lieu religieux afin d'assister aux prières funéraires dans une cérémonie marquée par une forte mobilisation populaire. Suivons ensemble. En Iran, des centaines de milliers de personnes ont participé dimanche à Téhéran à la deuxième journée des funérailles du guide suprême Ali Khamenei. La cérémonie religieuse a été dirigée par le grand ayatollah Jafar Sobhani en présence du président Massoud Pezeshkian et du président du Parlement Mohamed Bagher Ghalibaf. Mojtaba Khamenei, fils et successeur désigné, blessé lors de la frappe du 28 février selon plusieurs sources, n'a pas assisté aux prières funéraires. Les autorités iraniennes qui ont décrété un jour férié national estiment que plus de 10 millions de personnes pourraient prendre part aux différentes étapes des obsèques. Plusieurs alliés régionaux de Téhéran, dont le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique palestinien et les rebelles houthis, ont également pris part aux cérémonies. Après Téhéran, le cortège doit ensuite rejoindre Qom puis l'Irak avant une inhumation jeudi à Mashhad. Le président français Emmanuel Macron effectuera prochainement une visite officielle à Damas, en Syrie, pour s'entretenir avec les autorités syriennes. Annoncé dimanche par la présidence syrienne, ce déplacement vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun. Suivons ensemble un extrait de reportage. En mai 2025, Emmanuel Macron reçoit Ahmed al-Shara à l'Élysée et n'hésite pas à aborder les violences interreligieuses en Syrie. J'ai évoqué sans détour ces événements dramatiques et inacceptables avec le président Shara, à qui j'ai rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception. Un message que le président français devrait réitérer à Damas. En se rendant en Syrie, Emmanuel Macron poursuit sa stratégie de normalisation du nouveau régime.
à l'instar d'Ursula von der Leyen ou Volodymyr Zelensky, eux aussi reçus dans la capitale syrienne, ou du président américain Donald Trump, qui a rencontré Al-Shara à plusieurs reprises. Ces derniers mois, les États-Unis, mais aussi l'ONU ou l'Union européenne, ont levé leurs sanctions contre la Syrie. Depuis son arrivée au pouvoir fin 2024, Al-Shara est confronté à un épineux défi sécuritaire, une problématique remise au premier plan par l'attentat à la bombe perpétré jeudi dans un café de Damas, dans lequel 10 personnes ont perdu la vie. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la menace du groupe État islamique reste prégnante et des djihadistes français se trouvent toujours sur le territoire syrien. Emmanuel Macron est le premier président français à se rendre en Syrie depuis Nicolas Sarkozy en 2009. Avec cette visite, le chef de l'État montre son envie d'influence dans le pays et dans tout le Moyen-Orient. Selon la présidence syrienne, il sera accompagné d'une délégation d'investisseurs français pour renforcer la coopération économique entre Paris et Damas. Dernière information pour clôturer cette édition, la sélection brésilienne a été éliminée du mondial 2026 par la Norvège d'un score de 2-1 dimanche à l'issue des huitièmes de finale disputés aux États-Unis. Battue avant les quarts de finale, la Seleção quitte prématurément la compétition, tandis que la Norvège poursuit son parcours vers le dernier carré. Suivons ensemble les temps forts de cette rencontre. Le Brésil ne jouera pas les quarts de finale de la compétition. La Seleção a été éliminée par la Norvège et un doublé de Haaland, score final 2-1. Une sortie qui marque aussi la fin la fin des années Neymar. L'attaquant star a annoncé sa retraite internationale sans jamais avoir remporté la coupe qui manque à son palmarès. Énorme déception du côté de Rio où se trouve pour Parlons-en Marine Ress. Oui, on savait que ce serait un jeu difficile, compliqué contre la Norvège. Mais ici, on ne pouvait pas s'empêcher d'espérer, partout dans le Brésil, mais aussi là où je me trouve, à Vila Brasil, ce petit village indigène situé sur les rives du fleuve Oyapock. 2-1 pour la Norvège. Donc c'est la fin de la compétition pour la sélection brésilienne. Pourtant, les Brésiliens, ils y ont cru à cette 6e étoile. Ils y ont cru en leur sélection, à leur compétition, parce que partout où nous avons eu l'occasion de les rencontrer, ils l'ont dit à plusieurs reprises, ce mondial il est pour nous, la 6e étoile elle est pour nous. On imagine donc ce soir leur déception et leur tristesse. Il y a avec moi aussi de nombreux Français, car juste de l'autre côté de la rive se trouve la Guyane française et les Français étaient nombreux également à venir soutenir le Brésil ce soir. D'ailleurs juste avant ce match, les habitants de Vila Brasil nous l'ont confié. Si le Brésil perd ce soir, eh bien nous irons de l'autre côté de la rive pour supporter l'équipe française. Pour l'heure, eh bien c'est le moment de la déception, en tout cas pour les Brésiliens sur le reste du continent. Les supporters donc m'ont confié cette envie d'aller supporter l'équipe de France, eux qui ont tant cru à leur 6e étoile, notamment grâce à cette nouvelle génération de joueurs portés par Vinicius, Endrick, qui ont eu l'occasion de rêver, de briller pendant ce mondial grâce à l'absence de Neymar. Neymar qui a quand même terminé ce mondial en jouant et puis en marquant surtout le seul et unique but du Brésil contre la Norvège. C'est ce dont on se souviendra en tout cas de cette rencontre ce soir. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.